Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Monsieur l'Ambassadeur, d'abord, je tiens à saluer le gouvernement qui a fait le choix d'avoir un débat, enfin, j'ai envie de dire, 50-1, avec vote. Aujourd'hui, c'est une bonne chose. J'en profite pour souhaiter, au nom de mon groupe, qu'on puisse avoir plus régulièrement des débats 50-1 avec vote, je le précise. Je voudrais, pour démarrer, d'abord rendre un triple hommage. D'abord, un hommage aux femmes et aux hommes ukrainiens qui se battent depuis maintenant 2 ans, chaque jour, au péril de leur vie, qui subissent les bombes, les viols, les envois d'enfants en Russie. Et je crois qu'on peut collectivement les saluer et les remercier. Deuxième hommage que je souhaite adresser, c'est d'abord aussi aux Français et aux Françaises qui, seuls, qui dans des associations, qui au niveau des collectivités, aussi ont su accueillir en France des réfugiés ukrainiens et qui continuent justement à les accompagner parce que je crois qu'effectivement, il n'y a rien de pire que de quitter son pays, quitter sa famille avec les morts qu'on laisse sur place. Troisième hommage pour démarrer, celui qu'on doit rendre, je crois, aux opposants russes, aux opposants bélarusses qui aussi risquent leur vie seulement pour dire non, seulement pour avoir un avis, seulement pour appeler à la liberté en Russie ou en Bélarus. Et je crois, comme vous l'a dit Monsieur le Premier ministre, qu'il faut être à la hauteur des débats au moment où nous sommes, je crois, à un moment critique à la fois de notre histoire, mais également de la guerre en Ukraine. Et permettez-moi de commencer aussi le propos par un peu de contexte, pas seulement sur la guerre en Ukraine, mais rappeler que ce nouveau monde dans lequel nous plongeons à nouveau, c'est la fin d'une parenthèse, j'ai envie de dire, quasiment heureuse après 1945, où certains pensaient à la fin de l'histoire, et surtout le fait que dorénavant, notamment en Europe, la question de la guerre totale devient une réalité qu'il nous faut prendre en compte. Prendre en compte d'ailleurs dans peut-être, et je l'évoquerai tout à l'heure, peut-être une adaptation de notre programmation militaire. Peut-être aussi en compte dans notre nécessité de réindustrialiser notre pays, notamment sur des questions de matières premières, mais aussi de terres rares qui nous permettraient de nous défendre. Dire aussi que nous sommes face effectivement à un dictateur qui, finalement, depuis son accession à la tête du pays, 1999, Premier ministre, puis président et à nouveau Premier ministre pour être nouveau président, n'a mené que des guerres entre 2 pôles diplomatiques. Et je crois qu'il faut l'avoir en tête. Il n'a mené que des guerres entre 2 pôles diplomatiques. La Tchétchénie, la Géorgie, l'Ukraine une première fois, la Syrie, puis aujourd'hui ce qu'il le fait en Afrique, avant de revenir sur le continent pour mener cette guerre en Ukraine. Je le dis parce que ça doit nous interroger sur celles et ceux qui disent il a été provoqué, l'Europe ou l'OTAN serait responsable. Non, la réalité elle est simple. Vladimir Poutine a la volonté de conduire à nouveau un empire russe, même si j'ai bien entendu le président Retailleau, je dis russe, mais en tout cas de revenir à cela. Et je crois qu'il faut l'avoir en tête parce que sinon nous ne pourrons pas comprendre. Et je dis d'autant plus qu'à travers cela, il a refusé tous les traités. Il y avait un traité, souvenons-nous, en 1991 entre la Russie et l'Ukraine, sur les frontières. Il a bafoué ce traité. Il y a eu l'accord de Minsk, puis ceux de 2014. J'en profite d'ailleurs pour aussi saluer le courage qui a été celui du président François Hollande, effectivement, en 2014, de refuser la livraison des Mistral. Et je me souviens, c'est aussi le charme parfois de Twitter, de toutes celles et tous ceux qui avaient vilipendé le président Hollande et qui étaient notamment à l'extrême droite, chez LFI. Et je crois même que certains s'étaient perdus, mais je sais qu'aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Et c'est une bonne chose sur les bancs de la droite républicaine. Je lis parce qu'aujourd'hui, dans ce débat-là qui est devant nous, on voit bien qu'il y a les tenants. Certains nous annoncent qu'il faut faire la paix, que nous serons trop durs avec Vladimir Poutine. Mais moi, j'ai souvenir d'un candidat à l'élection présidentielle, les 3 dernières, chacun trouvera le nom, qui proposait une conférence sur les frontières, ouvrant la porte à ce que propose Vladimir Poutine. Je me souviens également de l'extrême droite qui a toujours soutenu notamment les faux référendums sur le Donbass, sur la Crimée, et qui, en fait, finalement, ne doit payer juste sa taxe auprès de son banquier. Je veux aussi dire que là où nous en sommes, et c'est le débat d'aujourd'hui, c'est l'inquiétude quant au maintien du front. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, quelques mois,
Nos amis lançaient une grande offensive. Quelques mois plus tard, aujourd'hui, ils sont en situation extrêmement difficile sur le plan défensif. Et la question qui nous est posée, alors effectivement, les États-Unis bloquent leur financement. Et nous avons, nous, des difficultés à produire suffisamment, même si je reviendrai sur les efforts qui ont été faits depuis 2 ans. L'interrogation, c'est y aurait-il encore un front tenu dans quelques mois? C'est la question qui est la nôtre. Et c'est pour ça qu'il nous faut aller plus en avant. Et nous savons effectivement qu'après l'Ukraine, nous l'avons entendu, déjà les bruits de bottes peuvent s'orienter vers la Moldavie. Nous savons également que les pays baltes, qui, je le rappelle pour que tout le monde le sache bien, ou s'en rappelle, sur leur frontière terrestre, ils ont le choix entre la Russie à 2 égards ou le Bélarus qui est l'allié aujourd'hui, l'allié ou peut-être le vassal de Vladimir Poutine. Et une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que la question que vous avez posée, c'est que faire maintenant? J'ai entendu, Monsieur le Premier ministre, tout ce que la France a déjà fait. Alors je sais, et je regarde le ministre des Armées, certains parlent du fameux barème où nous sommes 14e, d'autres d'un rapport à l'Assemblée nationale où nous serions beaucoup plus haut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent tenir. Et que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, les Américains ne produisent pas suffisamment. Et le sujet n'est pas d'être 2e ou 4e ou 25e, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc nous, à notre niveau, au niveau du groupe socialiste écologiste républicain, nous n'allons pas faire le procès qui compte, mais au moins faire quelques propositions. D'abord, je crois, Monsieur le Premier ministre, il faut entendre les inquiétudes, les craintes des Français. Et je crois que le Président de la République prendra la parole demain soir. Je l'invite à rassembler, à réunir, à fédérer les Français derrière ce combat légitime pour nos amis ukrainiens. Il faut aussi produire plus rapidement. Alors, nous avons eu un débat il y a quelques semaines, d'ailleurs, sur la question de la production. Nous avons fait, nous, une proposition. Alors, pas tout de suite la solution, c'est pas une solution. Un livret d'épargne défense souveraineté pour dire aux Français, vous allez protéger votre épargne et vous allez aussi protéger votre pays. Je crois qu'il faut le mettre en place plus rapidement. C'est vrai qu'il y a la question, on l'a dit, des pièces détachées notamment. Il faut aussi s'assurer, Monsieur le Premier ministre, que nous puissions rapidement permettre aux Ukrainiens de tenir aussi les questions budgétaires et financières. Je rappelle que 53% des dépenses budgétaires sont les armes, sur les défenses. Et aujourd'hui, là, il y a un vrai sujet également économique. Je pourrais également ajouter la nécessité d'avancer, Monsieur le Premier ministre, sur les gels, les avoir gelés 200 milliards d'euros dans les banques européennes. J'ai bien noté l'avancée modeste, timide de l'Union européenne, mais il faut aller plus loin. Je propose que, si on est d'accord, que le Parlement puisse voter très rapidement une proposition de loi qui permettra de récupérer la partie française pour financer à la fois l'achat d'armes et la reconstruction le moment venu. Pour ne pas aller trop loin non plus, on pourrait aussi imaginer, Monsieur le Premier ministre, qu'il y ait un nouveau paquet de sanctions qui soit donné. Autre proposition, faire en sorte que la Banque européenne d'investissement puisse enfin financer l'industrie de défense. Je rappelle qu'à ce jour, elle ne le peut pas. À ce jour, notre industrie française, européenne, ne peut pas être financée par la Banque européenne d'investissement. Ce n'est pas encore le cas. Je pourrais aussi citer, bien sûr, le travail que nous menons avec le président Delay sur les questions des ingérences, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Nous ne menons pas la guerre à la Russie, mais la Russie mène la guerre avec des bombes et des drones à l'Ukraine et à la France et aux autres via des guerres de cyberattaques ou des guerres. Alors comme le temps m'en est compté, même si j'espère aussi avoir une de plus que le président Retailleau, je voudrais aussi, je vais terminer par cette partie-là en tout cas, Monsieur le Ministre, je crois qu'il faut revoir la loi de programmation militaire. Il est prévu aujourd'hui dans le texte une clause de revoyure. Je pense qu'on ne peut pas attendre. Je pense que la guerre totale en Europe, et on voit aujourd'hui les dégâts, nous oblige à reprendre les travaux, à reformer notre approche, notre défense, à prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir produire. On sait très bien qu'aujourd'hui, nous avons un problème quant à l'attractivité dans nos métiers au niveau de nos armées. Tout ça doit être remis sur la table. Nous avons voté une bonne loi de programmation militaire, mais aujourd'hui, elle est fracturée, elle est impactée par ce qui se passe en Europe. Alors, maintenant, la question qui nous est posée aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, c'est le débat, certes, mais sur quoi votons-nous? Il est vrai que c'est une déclaration d'intention, une déclaration de principe. Et ça ne pose pas de problème à nous socialistes, puisque depuis le premier jour, nous soutenons effectivement les Ukrainiens. Mais il faut le dire aux Français, ce n'est pas un accord contraignant. Et effectivement, dans l'accord qu'on nous propose de ratifier aujourd'hui, ce n'est pas un blanc-seing pour le gouvernement. Ce n'est pas non plus une déclaration de guerre contre la Russie. Ce n'est pas donc une entrée en guerre de la France
dans ce conflit. Ce n'est pas non plus la belligérance qui est ouverte pour la France. Ce n'est pas l'envoi de troupes combattantes à ce jour en Ukraine. Ce n'est pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, où là, le jour venu, il faudra effectivement des propositions tant sur la réforme de l'Union européenne, mais sur la protection également d'un certain nombre de secteurs. Je pense là en premier, bien sûr, aux agriculteurs. Ce n'est pas non plus l'entrée dans l'OTAN, puisque nous souhaitons, et c'est normal, que comme pour la Suède et la Finlande, il y ait le moment venu un vote s'il devait y avoir cette entrée dans l'OTAN. Alors oui, cela reste une déclaration d'intention importante et forte, parce que vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur est là, je crois que c'est aussi un message à adresser aux Français, c'est un message à adresser au peuple ukrainien, et aussi un message, je crois, au peuple russe qui subit le joug et la dictature. Alors oui, nous allons, nous, voter, bien évidemment, le groupe socialiste écologiste cet accord. Et je voudrais, pour terminer, d'ailleurs le dire que nous votons d'autant plus facilement que nous avons une longue tradition. Et je pourrais citer, bien sûr, un certain nombre de présidents de la République socialistes ou de premiers ministres qui ont su prendre leurs responsabilités pour aller aider tel ou tel pays en difficulté. Je terminerai pour le coup par Jean Jaurès. Puisque Jean Jaurès écrivait en 1911 un texte sur l'armée nouvelle. Et il indiquait que oui, il était pour la paix, mais que quand il fallait défendre la paix, il fallait avoir alors une armée capable de ramener la paix. Et c'est, je crois, l'enjeu qui est le nôtre. Donc nous voterons bien évidemment ce projet d'accord de sécurité franco-ukrainien. Vive l'Ukraine, vive la France, je vous remercie. Merci.